Alors, multilinéarité. Donc, on veut une application, par exemple ici pour l'exemple, qui soit multilinéaire de M de 2K dans K. M de 2K, matrice de 2, 2 colonnes. Donc, si on écrit par exemple ceci comme application. Alors bien sûr, le choix c'est pas un hasard, on verra plus tard pourquoi, mais c'est pas grave du tout. Si on considère cette application à une matrice ABCD, on associe le nombre à des moins BC. Pourquoi pas? Si on regarde cette application, imaginons qu'on se fixe AB et qu'on regarde par rapport à CD. AB fixé, linéarité par rapport à la deuxième colonne. Donc ici, point d'interrogation. Ça veut dire qu'on fait le calcul, petit f de AB fixé, et on remplace CD par lambda fois C1D1 plus mu fois C2D2. Donc ici, je précise, attention, c'est de la multilinéarité, ce n'est pas de la linéarité. C'est différent. L'application là, par exemple, cette application qui est là, elle n'est pas linéaire. Si jamais vous multipliez la matrice par un coefficient 3, par un chiffre 3, chacun des coefficients ABCD sera multiplié par 3, donc l'expression ici, elle sera multipliée par 9. Donc cette application-là, elle n'est pas linéaire. Attention. En revanche, si on dissocie les colonnes, en faisant un petit peu cet abus de notation, c'est ça que je voulais écrire, je vais raturer. Je vais le mettre ici en haut, ça va peut-être plus net. Donc c'est un abus de notation, mais entre guillemets il est classique. On va toujours l'utiliser, donc c'est pas grave. Abus de notation classique. Petit f, a priori elle mange une matrice ABCD. On va écrire ça comme étant f de ABCD. Mais en pratique, c'est pas grave du tout. Ici, si on fait le calcul, petit f de AB fixé, et on remplace la deuxième colonne par une combinaison linéaire, qu'est-ce qui va se passer? Je reprends la couleur normale. On va se récupérer petit f de AB, et la deuxième colonne, ça va donc être lambda C1 plus mu C2, et en dessous, lambda D1 plus mu D2. Si on applique la formule, on va avoir petit a multiplié par lambda D1 plus mu D2 moins petit b multiplié par lambda C1 plus mu C2. Et là, bon bah c'est classique. Si on regarde qu'est-ce qui s'exprime à côté de lambda, qu'est-ce qui s'exprime à côté de mu, à côté de lambda, on va récupérer a fois D1 moins b fois C1. A fois D1 moins b fois C1. Et à côté de mu, même principe, on va récupérer a fois D2 moins petit b fois C2. Et on a bien obtenu lambda fois f de AB C1D1 plus mu fois f de AB C2D2. Donc au niveau du calcul, ça se fait comme de la linéarité, mais il faut bien faire attention qu'on sait fixer une colonne qui n'a pas bougé. Si vous regardez bien AB, AB, elle n'a pas bougé. AB, AB, on la récupère à la fin.
C'est uniquement la deuxième colonne qu'on a changée, qu'on a remplacée par une combinaison linéaire. Si vous faites attention à ça, il n'y a pas de piège du tout. Et encore une fois, c'est un peu comme une arité. Au début, vous demandez ce que c'est, et puis maintenant, l'arité, vous dites, ouais, c'est bon, normalement, c'est relativement bidon. Alors, pour l'instant, c'est les prémices. Hein. Donc là, vous voyez pas le but, c'est normal. Donc, parce que question qui est posée, je vois pas le but. C'est normal, je suis juste en train de vous apprendre les gammes, là, hein, c'est tout. Hein. On va bien mettre en place le vocabulaire, on va mettre en place les définitions, les outils, les propriétés, et vous allez voir à quoi ça sert. Ne vous inquiétez pas. Autre petite définition, dont on va... Ah pardon, j'ai oublié mon autre petit exemple, excusez-moi. Je fais ma petite capture vite fait. Donc je vais récupérer ce petit morceau-là. Alors, page suivante. J'enchaîne un petit peu. Hop, je prends ce petit morceau-là. Alors, si jamais on a une application multilinéaire, si on veut calculer f2 et on a remplacé chacune des deux colonnes par une combinaison linéaire, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Alors ici, attention, je le précise, C1, C2, D1 et D2, ce sont des colonnes. Donc j'ai bien mis des lettres majuscules pour distinguer. Donc grand C1, c'est une colonne verticale, C2 aussi, D1 aussi, D2 aussi. Mais c'est pas grave. Alors, c'est pour quelques dimensions des motrices. Oula, vous emballez pas, vous emballez pas. Il y en a qui font plein d'hypothèses de plans sur la comète là. Ça va uniquement servir, le but, à pouvoir tester des irréversibilités, d'objectivité. Mais vous allez voir, c'est très utile, mais ça va pas non plus révolutionner tous vos exercices. Hein. C'est pas comme la dimension finie. Alors, si on fait le petit calcul, juste pour imaginer, si on utilise la linéarité par rapport à la deuxième colonne, en imaginant la première fixée. Alors, première colonne fixée, f de A1 C1 plus B1 D1. Et si on veut faire une linéarité par rapport à la deuxième colonne, le petit A2, qui est un coefficient, il va sortir devant. Le plus, il va nous permettre de couper en deux. Le petit B2, il va sortir devant. Qu'est-ce qui va rester à l'intérieur? C2 et D2. Donc, je complète. On a dit que le petit A2 sortait devant. Là, il me manque un morceau. On va nous garder C2, plus le petit B2 va sortir devant. Et on va avoir F de A1 C1 plus B1 D1. Et c'est D2 qui va rester à l'intérieur. Donc, première étape de calcul, celle-ci. Donc ici, on se fixe le premier morceau. Vous imaginez qu'il ne bouge pas. Donc ce morceau-là, ce morceau-là, ce morceau-là, première colonne qui ne bouge pas. Et vous mettez la main devant si vous voulez visuellement, virtuellement, et le reste, on fait une arité. Donc si vous mettez les doigts, la main devant ce que j'ai souligné en bleu, il vous reste A2C2 plus B2D2. On sort A2, F de truc, C2. On sort le B2, F de truc, D2. C'est juste de la linéarité par rapport au deuxième morceau. On a le droit de mettre la main devant. On a bien dit, je vous remets la définition, on a bien dit que ici, on ne regardait que une des colonnes comme variable. Toutes les autres, elles sont figées. C'est la définition. Hein. Ensuite, on recommence, on poursuit. Si maintenant par exemple pour le premier morceau, pour cette expression-ci, si vous cachez le C2, vous vous dites, lui il est fixé, je ne touche plus. Là, vous avez une combinaison linéaire. Vous pouvez maintenant faire une arité par rapport à la première variable, en sortant le petit A1, on coupe suivant le plus, en sortant le petit B1. Et même principe, ensuite. On va donc se retrouver avec, on va doucement,
Alors, le petit A2, lui, il était là, il ne bouge pas. Je mets des crochets pour bien isoler. Plus petit B2. Et je remets des crochets pour bien visualiser les choses. Le F de A1C1 plus B1D1. On va avoir le petit A1 coefficient qui va sortir. Il va nous rester C2 qui a été fixé, qui ne bouge pas. Et il va nous rester C1 du côté gauche. Plus le petit B1, il va sortir. Et on va avoir F de D1, C2. Le C2, c'est celui qu'on a figé. Le D1, c'est le deuxième morceau. Même principe ici. Même principe ici. On va se retrouver avec... Alors, où est-ce qu'on est, pour le deuxième, le petit A1 qui va sortir. Petit f de C1, D2. Toujours parce que le D2 ici est figé. Si on fait un T par la première colonne. Et ensuite, le petit B1 va sortir. Petit f de tic-tac-touc D1, D2. Donc je répète que tout ça, c'est un exemple de calcul pour une application multilinéaire. Donc on a supposé que f était multilinéaire ici. N'oubliez pas ça. Donc si on suppose qu'elle est multilinéaire, on peut utiliser, je vais juste mettre des petits compléments, ici, c'est la linéarité par rapport à la deuxième variable. Et ici, c'est la linéarité par rapport à la première variable qu'on a utilisée. Linéarité par rapport à la deuxième variable, ça veut dire qu'on a figé le premier morceau et on a linéarisé, on a fait linéarité par rapport au deuxième. Linéarité par rapport à la première variable, ça veut dire qu'on fige les autres morceaux, donc ici le deuxième, C2, C2, et on découpe suivant le premier. Ensuite, vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas pour le but, ça va arriver doucement. Ça va arriver doucement. Là, c'est comme quand vous avez fait la dérivation. Au début, vous avez juste appris à dériver. Vous ne saviez pas forcément à quoi ça servait tout de suite. On va y arriver très vite dès qu'on pourra. Ne vous inquiétez pas. Ne me mettez pas à chat avant les bœufs. Vous êtes impatient, dis donc, ce matin. Alors, et si on poursuit le petit calcul, on va avoir A2 fois A1, F de C1, C2, plus A2 fois B1, F de D1, C2, plus B2 fois A1, F de C1, D2, plus B2 fois B1, F de D1, D2. Morale. Si vous regardez entre la première expression et là, l'expression finale ici, c'est un petit peu comme si on avait fait une double distributivité. Et d'ailleurs, c'est logique parce que le produit de deux expressions, c'est multilinéaire. Ici, le A1C1, on a fait A1C1, il se distribue sur A2C2 et il se distribue sur B2D2. Les petits coefficients, on les sort, A1 fois A2, A1 fois A2. Avec petit f de C1, C2, petit f de C1, C2. Principe ensuite, toujours pareil, on redistribue. On distribue le A1C1 sur B2D2, A1, B2. Donc ça, c'est le morceau qui est ici, A1, B2, avec C1, D2. C1, D2. Etc., etc. Si vous imaginez un petit peu tout ceci comme une double distributivité, c'est exactement ce qu'on a fait. C'est un petit calcul. Donc le C1, c'est une colonne fictive. On ne sait pas, c'est peut-être la colonne 1, 3, 4, la colonne 7, 8, on ne sait pas, mais ça change rien au calcul. Alors, on revient au poly, on va avancer un petit peu, comme ça, vous verrez vite où est-ce qu'on veut en venir. Maintenant, deuxième définition. Encore une fois, c'est juste un terme de vocabulaire. On va vouloir définir maintenant ce qu'est une application, alors lui je le mets en fluo, antisymétrique.
par rapport aux colonnes. Là, le principe est très simple. C'est uniquement si, hop, je vais mettre ma petite flèche ici. S'il faut bien regarder ce qui s'est passé. Là, si vous comparez par rapport, alors je ne sais pas trop comment le représenter, je vais peut-être mettre un bout de flèche de l'autre côté aussi. Voilà. Ce que je voudrais juste représenter, c'est qu'on a interchangé le CI et le CJ par rapport à avant. Donc regardez bien, je mets des petits fluos. Là, il y a CI et le CI il est passé là. Et là, il y a CJ et le CJ il est passé là. Donc le principe, finalement, c'est dès qu'on échange de colonnes, on met un moins devant. Là, il y a le petit moins qui est devant. C'est uniquement ça le principe. Alors je vais peut-être pas mettre ça, je vais mettre un petit flou, ce sera plus clair, je pense. Alors, excusez-moi, le poly. Hop. Donc ici, définition de l'antisymétrie, très simple à utiliser. Dès qu'on échange des colonnes, on a quelque chose d'antisymétrique. Alors, même chose, on va faire un petit exemple uniquement pour manipuler. C'est pas l'exemple, il n'est pas du tout transcendant en soi, c'est juste pour manipuler la notion. Donc ne vous emballez pas, Ici, hop, je vous enclenche la définition. Pareil, il faut savoir bien la manipuler. Donc ici, deux exemples. On va reprendre notre petite application de A2 qui a ABCD associé à D-BC. On va constater qu'elle est antisymétrique. Et juste pour faire un calcul purement symbolique, imaginons qu'on ait échangé non pas seulement 2 colonnes, mais qu'on ait échangé 3 colonnes. On va regarder ce qui se passe. Donc je repars sur mon tableau blanc, je le remets un petit peu plus grand, et page suivante. Alors, exemple sur l'antisymétrie. Donc premier exemple, premier point, on reprend, on va montrer que petit f de M de 2K dans K, qui a une matrice ABCD associée à D-BC, est antisymétrique. Alors, comment est-ce qu'on fonctionne? On calcule petit f de, et donc le principe c'est, ici il n'y a que 2 colonnes échangées, on échange les 2 colonnes et on espère tomber sur un moins. Donc on calcule f de CD, virgule, AB. On a ici échangé nos 2 colonnes. Si on fait ça, on va se retrouver avec petit f de CD AB, donc dans ce sens-ci. Si on applique la formule, alors A fois D, si vous regardez bien, c'est en fait le produit des coefficients diagonaux. Donc le produit des coefficients diagonaux, ici ça nous donne C fois B. Et on retranche les 2 autres coefficients, c'est-à-dire ceux qui sont, on va dire, sur l'antidiagonale. Donc ici on va retrancher A fois D. Bon bah voilà, c'est plié. On va donc avoir B fois C moins A fois B. Non, j'ai un bug de lettres. Moins A fois D. Excusez-moi. J'avais 2 fois B, c'était pas bon. Et, ah bah tiens, c'est moins petit f de A, B, C, D. Donc, là, un petit calcul, on a bien obtenu un moins, donc c'est gagné. L'application est antisymétrique. Alors pour 2 colonnes, bon bah c'est instantané, mais en vrai, si c'est 3, 4, etc., bah c'est le même principe. Alors, ne vous inquiétez pas, parce que là, pourriez-vous dire, ah oui mais attendez là, si j'ai 3 colonnes, s'il faut que je fasse tous les échanges possibles, bah du coup j'en aurai 6, etc., etc. Donc bah, j'en aurai 3 à faire. Ensuite, si j'ai 4 colonnes, à chaque fois j'ai tous les échanges possibles de 2 colonnes. Donc effectivement, en théorie, ça peut être très long.
Mais en pratique, vous inquiétez pas, vous aurez quasiment jamais à le faire. Ce que vous aurez en revanche à faire, c'est utiliser l'antisymétrie, notamment parce que lorsqu'on aura mis en place le déterminant, ce sera une application antisymétrique, et donc on aura des calculs à faire avec. Donc exemple de petit calcul que vous pouvez être amené à faire, si vous avez ce truc-là, donc je le fais juste un petit copier-coller, comme ça je le mets ici. Hop. Si vous avez ce petit f de C3, C1, C2. Donc avec tout simplement les trois colonnes qui ont été modifiées. Si on a envie d'exprimer ça en fonction de f de C1, C2, C3, comment est-ce que ça va se passer? En fait, on va fonctionner en deux temps. On va commencer par échanger C1 et C3 en mettant un petit moins devant. Donc là, c'est parce qu'on a échangé C1 et C3. Et ensuite, on va recommencer. Le C1 est maintenant en bonne position, mais on veut remettre C2 et C3 dans le bon sens. Donc cette fois-ci, on va échanger. Ah, hop, c'est pas bonne couleur. On va rééchanger en échangeant C2 et C3. Donc hop, petite flèche, un échange, un signe. Morale, l'antisymétrie, si on a deux échanges successifs à faire, bien sûr c'est logique, ça revient à mettre un plus devant. Donc là on manipule juste le vocabulaire pour voir un petit peu ce que ça peut vouloir dire, c'est tout. Est-ce que c'est bon ce petit calcul? Alors, comment je choisis? Donc, comment on choisit quoi? Ici, le but du jeu, c'était de revenir sur 1, 2, 3 dans l'ordre. Donc, j'ai fait un choix, mais c'est pas le seul. Par exemple, vous pourriez commencer par échanger C2 et C3. Et après, quand le C2 est passé devant, vous échangez C2 et C1. Il n'y a pas qu'une seule manière de faire. Mais celle-ci, elle marche. C'est tout. C'est purement arbitraire. C'est au pifomètre. Maintenant, on va avancer un petit peu pour arriver justement à notre fameux déterminant. Ah pardon, petite propriété, excusez-moi, qui va être très pratique et qui est en fait très simple. Hop, ça, ce sera très utile. Si vous avez une application de Mn2K dans K antisymétrique, dès qu'une matrice a deux colonnes identiques, vous aurez automatiquement l'image qui sera nulle. On va faire la petite démonstration. Vous allez voir, c'est très très simple. Donc hop, petite démonstration, page suivante. Hop, hop, c'est la démonstration 1. Pour échanger, on met un moins. Voilà, l'antisymétrie, c'est ça. Dès qu'on échange de colonnes, on va le revoir ici, dès qu'on échange de colonnes, on met un moins devant. C'est tout. Alors, si on a grand A qui est égal à C1, C2, alors je vais mettre un CI-1, CI. C'est peut-être un petit peu lourd à force. Bon, c'est pas grave, je suis parti comme ça. CI plus 1, etc. Et là, on va arriver sur CJ-1. Et là, re-CJ jusqu'à CN. Avec l'hypothèse que CJ est égal à CI. Si petit f est antisymétrique, f de A, c'est censé coïncider avec f de C1, etc., CJ, etc., CI, etc., CN. Excusez-moi, je suis en train d'enlever le moins devant. Donc ça, c'est en échangeant CI et CJ. Donc
si on suppose que grand A s'écrit comme ceci, donc tout ça, mince, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cliqué sur effacer, non c'est bon. Donc si on imagine que grand A c'est plein de matrices, plein de colonnes les unes à côté des autres, on a CI et CJ qui sont placés au rang I et J. Si on les intervertit par antisymétrie, on est censé avoir un moins de 20. Mais si jamais on a CJ qui est en fait égal à CI, bah, cette matrice-là, c'est en fait grand A. Car CJ égale CI. Conséquence, F de A, c'est moins F de A. Donc, bien sûr, le seul nombre égal à son opposé, c'est 0. Donc, symboliquement, c'est juste ça. Exemple, enfin exemple numérique si vous voulez, si jamais ça vous aide à vous fixer les idées. Si petit f est antisymétrique, petit f de la matrice, alors je vais mettre des chiffres au pif, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, donc là bien sûr on remet la même colonne, est égal à 0. Donc si vous croisez une matrice avec deux colonnes identiques, si vous avez une application antisymétrique, vous savez que ça fera 0 à la fin. C'est uniquement ça qu'on veut dire. Est-ce que là c'est bon pour le principe? Pas de souci. Alors, on va arriver, cette fois-ci, au déterminant. Alors, la définition du déterminant, elle est un peu brute de pomme, on va l'admettre complètement, parce qu'elle n'est pas du tout facile à vérifier, elle n'est pas du tout facile telle qu'elle. Donc, le fait de l'admettre, c'est d'après le programme, c'est comme ça. Donc, celle-ci, on l'admet. Théorème. Alors, c'est un théorème parce qu'en fait, il y a une existence et une unicité au passage. Il va exister une unique application de, attention, Mn de K dans K, qui vérifie trois propriétés: la multinarité, l'antisymétrie et une petite condition en plus, le fait que f de in soit égal à 1. Donc, ce qu'on retient en général, c'est le déterminant, c'est l'unique application multilinéaire antisymétrique qui envoie l'identité sur 1. C'est ça la définition. Cette application, on admet qu'elle existe et qu'elle est unique, et on va la noter déterminant. Et noter, enfin on va l'appeler déterminant et la noter det de A pour une matrice grand A. Ici, je vais juste souligner, non, je ne vais pas tout souligner, après ça fera tout. Là, je pense que c'est déjà largement assez. Conséquence, on a cette application qui est entre guillemets un petit peu sortie du chapeau pour l'instant. Mais en utilisant les propriétés de cette application, on va se rendre compte que on va pouvoir faire plein de calculs sur les matrices, notamment une espèce de... Alors, qu'est-ce qui se passe quand il y a un petit fois lambda? Le fait de voir ce qui se passe lorsqu'on a une colonne nulle, lorsqu'on a deux colonnes identiques, lorsqu'on a une matrice diagonale, et au fur et à mesure, on va pouvoir, je vous mets un petit peu vers quoi on se dirige, expliciter ce déterminant pour la matrice de 2. On aura une formule, AD-BC comme par hasard. On va pouvoir l'expliciter, ce serait un petit peu moins enjaillant, on va dire, pour une matrice 3-3, ce serait un peu plus moche, mais on va voir qu'en fait ça se passe bien. On va pouvoir déduire des propriétés de calcul, donc ça on ira tranquillement. Et on va notamment arriver à ce genre de formule. Une matrice va être inversible si et seulement si cette quantité, ce déterminant est non nul. Et appliqué aux endomorphismes, où est-ce qu'ils sont ici? J'arrive là. Même principe ici, pour un endomorphisme. On va pouvoir définir le déterminant d'endomorphisme et on aura cette propriété. Une application est un automorphisme si et seulement si son déterminant est non nul.
Concrètement, on va mettre en place tout ça tranquillement. Ça va nous prendre un petit peu aujourd'hui, puis encore au moins une séance ou deux si on délue un petit peu. On aura donc un outil qui nous permettra de dire directement si une matrice est inversible, ou bien si une application linéaire est bijective, ou bien même, au passage, c'était marqué au-dessus, où est-ce qu'il est mon énoncé? Là, savoir si une famille est une base uniquement avec un petit calcul. Donc lorsque ça s'applique, ce sera un moyen très pratique. On revient un petit peu, on fait les choses dans l'ordre. Ce déterminant, il existe des petites propriétés qui vont tomber ici. Alors on va surtout souligner la dernière pour les matrices diagonales, parce que elle, ce sera une vraie nouveauté. Les deux juste avant, en fait, même les trois juste avant, alors, il y a un petit piège, mais normalement, vous allez bien les retenir. Le petit piège, il est là. Si vous avez une matrice qui est multipliée par lambda, en fait, la raison est simple. Chacune des colonnes est multipliée par lambda. Mais si vous avez une application multilinéaire, vous allez donc avoir un petit lambda qui va sortir pour la première colonne, un petit lambda qui va sortir pour la deuxième colonne, etc., etc., etc. À la fin, ça fera un lambda puissance n en facteur déterminant. On va poser le petit calcul en 2-3 étapes. Vous allez voir, c'est logique. Le petit b, dès qu'une matrice contient une colonne nulle, son déterminant est nul. Ça, on va le vérifier, pareil, c'est instantané. Le petit c, si vous vous rappelez de ce qu'on a vu au-dessus, pareil, ce sera instantané. Et le petit d, il y a un petit calcul à faire. Démonstration 3, on se fait ça tranquillement. Ah, j'ai pas agrandi PDF. Donc, démonstration 3, du coup, je vais le réduire, désolé. Ici. Tac, tac, tac. Hop, je remets le tableau en grand, démonstration 3. Alors, le petit a. On va noter notre matrice grand A comme étant C1, C2 jusqu'à Cn. Donc il faut imaginer que chacun des CI, c'est une colonne de chiffres. Lambda A, ça va être lambda C1, volontairement j'espace un peu plus, lambda C2, lambda C3, jusqu'à lambda Cn. Donc, f de lambda, si on refait notre petit tableau de notation, ce sera f de lambda C1, virgule lambda C2, etc. lambda Cn. Vu que l'application f est multilinéaire, si on imagine par exemple qu'on fige toutes ces colonnes-là, on va se retrouver avec, je vais mettre en dessous, un petit lambda qui va sortir, f de C1, parce qu'on a fait un été par rapport à la première variable, et tous les autres, ils sont restés figés. Hop, je ne suis pas allé assez loin. Ça, c'est la linéarité par rapport à la première variable. Grand A, c'est une matrice, oui, tout à fait. C'est la matrice de l'énoncé. Si on refait ensuite la linéarité, et après vous allez comprendre le principe, en imaginant maintenant que on se fige C1 et toutes celles d'après, les au rang 3 jusqu'à petit n. Si on fait une linéarité par rapport à la deuxième variable, qu'est-ce qui va se passer? On avait un petit lambda qui était devant, lui il va rester, et vu qu'on fait un été par rapport à la
deuxième variable, il y a un petit lambda qui sort, et on va récupérer C1, C2, mais comme juste après, au rang 3, on était figé, on va garder lambda C3 jusqu'à lambda Cn. On a donc un lambda fois lambda, c'est-à-dire un lambda au carré, etc., etc. Je pense que ça suffit pour comprendre le principe. À chaque fois qu'on va figer toutes les colonnes sauf une, on va avoir un petit lambda qui va sortir. Comme on va faire ceci n fois de suite, on va avoir un lambda puissance n qui va sortir. Pour arriver jusqu'à la fin. Donc, morale, attention, il y a un puissance n ici. Est-ce qu'il y a des questions sur ce petit a? C'est bon pour l'instant? Alors, petit b. Donc le petit b, c'était si on a une colonne nulle, si on a une colonne nulle, dire que f de a vaut 0. Alors ça, en vrai, bah, c'est instantané. Alors pourquoi? Page suivante, petit b. Alors, si grand A, c'est... Alors, de manière complètement arbitraire, on va imaginer que le 0, il est au départ. Alors ici, ce 0, je vais être un tout petit peu plus précis. Comment est-ce que je vais le noter? Bon, on va écrire une colonne de 0, c'est pas grave. Voilà. Donc on a une colonne de 0 et après plein d'autres colonnes qu'on ne connaît pas. Si on veut calculer f de complètement au pif 2a. 2a, ça va être égal à... Non, c'est pas ça que je veux. C'est pas ça que je veux. Excusez-moi, j'étais en train d'écrire une bêtise. Comment faire voir sans vous dire que c'est évident? Alors, ce qu'il faut se rappeler, c'est que vu que l'application petit f est linéaire, ou les virgules, là, je les ai mises. De toute façon, ça c'est un peu, vous verrez, suivant le moment, je les mets, je les mets pas. Voilà. L'application petit f, elle est linéaire par rapport à chacune des variables. En particulier, elle est linéaire par rapport à la première variable. Or, si une application est linéaire, l'image de 0, c'est 0. Conséquence, ici, en utilisant linéarité par rapport à la première variable, on aura automatiquement 0. Alors, ce qu'on va faire, je vais mettre un petit rappel. Si phi linéaire, phi de 0 est égal à 0. Alors je précise, si phi est linéaire, de j'allais dire Rn, mais on va dire Rn vers K. Il y a un léger abus de notation, mais bon, je pense que ce ne sera pas trop choquant. Ici, f de A, ça va donc être petit f de ce vecteur nul, suivi de C2 jusqu'à Cn. C'est donc finalement un phi de 0 où phi est linéaire. Je vous remets 2 secondes la définition de multilinéaire. Je mets le PDF un petit peu plus grand. Si vous remontez, ça, en imaginant que le grand X il est en première position, on a bien une application linéaire qu'on peut appeler petit phi. Donc ce f de C1, C-1, X, C plus 1, Cn, c'est en fait une espèce de phi de X, où phi est une application temporaire. Ici, on va donc avoir 0 automatiquement. Alors, ça peut sembler mystérieux, mais c'est uniquement propriété de linéarité. C'est tout. Le petit c. Le petit c, c'est... hop, je redescends un peu
Le PDF, c'est lequel le petit c? Oui, si on a deux codes identiques, bah ça c'est instantané, tout simplement parce que c'est la propriété. Mince, j'ai fait un petit misclick. Tac, 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 mes déterminants, est-ce qu'ils sont? C'est la propriété, sur antisymétrie, c'est la proposition 1, tout simplement. Donc, c'est le petit c découle de prop 1. Car déterminant antisymétrique. Alors, 1, 0, 1. Non, c'est pas un 1, c'est un trait. C'était pour faire les pointillés, c'est pour faire des petits. C'était pour faire les pointillés qui font la colonne de 0. Et pareil ici aussi, bien sûr. Petit d. Alors le petit d, je vais peut-être passer à la page d'après, ce sera plus facile. Est-ce que jusqu'ici on est bon? À peu près. Allez, j'enchaîne. Alors le petit d. Donc ici, on veut calculer le déterminant, cette fois-ci de D. Où D, c'est une matrice diagonale. Alors, non, je l'ai appelé toujours grand A. Donc je vais rester avec le grand A, pas changer de notation. Donc on veut calculer le déterminant de grand A, mais où grand A, c'est une matrice diagonale. On aura donc un petit coefficient A1, un petit coefficient A2, un petit coefficient AN, et ailleurs que des zéros. Et plus précisément, on veut obtenir le produit des coefficients diagonaux. Alors, le principe, c'est tout simplement de proche en proche, déterminant de grand A. Vu que, alors, comment est-ce que je vais présenter ça? Je vais garder la notation matricielle, ce sera peut-être ici un peu plus compact. Vu qu'on a la multilinéarité, on peut notamment utiliser la linéarité par rapport à la première colonne. Linéarité, première colonne. La première colonne ici, qu'est-ce que c'est? Je vais l'écrire un tout petit peu plus en détail. Là, juste après, il y a le petit A2. Et en dessous, il n'y a que des zéros. On peut donc, dans cette première colonne, mettre en facteur le coefficient A1. Cette colonne, c'est A1 fois 1 et que des zéros. La linéarité par rapport à la première colonne va nous permettre de sortir le petit A1. Et on aura ensuite le déterminant de 1 et que des zéros. Et après, par contre, on récupère les colonnes suivantes qui étaient figées, A2 jusqu'à AN. Et on refait le même principe. Si maintenant on s'intéresse à la linéarité par rapport à la deuxième colonne. Dans la deuxième colonne, on a aussi des zéros au-dessus et en dessous. Là c'est un 0, de A2. Si on imagine qu'on se fige toutes les autres colonnes et qu'on fait la linéarité par rapport à la deuxième colonne, il y a le petit A2 qui va sortir. Donc on a toujours le A1. Il y a le petit A2 qui va le rejoindre. Et on va récupérer la première colonne, le 1 puis que des 0. Deuxième colonne, 0, 1 et que des 0. Et ensuite, bien sûr, les autres colonnes figées. Donc on récupère le A3 jusqu'à N ensuite. Bon, je pense que vous commencez à avoir le principe. À chaque fois qu'on va dire une linéarité par rapport à une colonne, il y a le petit coefficient A indice I qui va sortir. Et on va se retrouver de proche en proche avec A1, A2, A3, etc., etc., AN.
Et qu'est-ce qui va se retrouver à la fin? Une matrice avec que des 1 sur la diagonale, des 0 partout ailleurs. Et effectivement, qu'est-ce qu'on reconnaît ici? C'est le déterminant de la matrice identité. Mais, là ça va servir. Qu'est-ce qu'on a supposé sur le déterminant de l'identité? Ouais, effectivement, on a dit que ça faisait 1. Conséquence, on se retrouve avec, ici, uniquement A1 fois A2, etc. fois AN pour déterminant de grand A. Donc, ici, pour une matrice diagonale, à retenir, le déterminant, c'est le produit de coefficients diagonaux. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? On a fini notre démonstration. On a fini notre démonstration. Alors, j'aurais bien aimé qu'on aille jusqu'au déterminant de 2, mais c'est pas grave. On va s'arrêter là pour ceci. Je vais vous donner un petit exercice pour terminer le cours.